Et on va revenir maintenant sur cette commission d'enquête parlementaire qui a longuement travaillé, qui a auditionné beaucoup de monde pour essayer de savoir si la France avait su gérer les attaques djihadistes les plus meurtrières jamais commises sur son territoire. C'était en 2015. Il n'y a pas eu de gros ratés dans la gestion des attentats, mais la France n'était pas prête à affronter ces attaques djihadistes. Voilà la conclusion des députés gauche et droite confondus. On va en parler avec Maître Maktouf. Bonsoir, vous êtes avocate de plusieurs familles de victimes des attentats du 13 novembre. Et vous avez été auditionné par cette commission d'enquête. Et puis nous sommes avec le spécialiste Jean-Charles Brissard. Bonsoir Jean-Charles, président du Centre d'analyse du terrorisme. Est-ce que vous êtes satisfaite des conclusions de ce rapport, maître ? Écoutez, c'est un travail courageux, audacieux et qui a certainement demandé un travail important de la part du président, du rapporteur et des membres de la commission. Pour autant, je pense que nous restons sur notre faim puisque c'est suffisamment frustrant. Pourquoi ? Parce que il faut quand même rappeler qu'il s'agit d'une nouvelle commission d'enquête parlementaire, de 40 autres propositions soumises. Au lendemain de 2012, il y a eu une commission d'enquête parlementaire qui a préconisé des solutions et elle a fait des propositions fort intéressantes qui n'ont jamais été suivies des faits. Donc vous dites les propositions qu'on retrouve dans ce rapport, elles avaient déjà été faites précédemment et finalement on les avait pas l'ensemble, pas l'ensemble. Pas toutes, hein. Non, pas toutes, mais ce que je veux dire, c'est que des propositions, il y en a tous les ans, par toute commission créée, par toute entité créée par le Parlement ou par d'autres structures qui réfléchissent sur comment affronter la menace terroriste que la France vit. Ce qui nous frustre aujourd'hui, en tout cas je parle du sentiment de mes clients, en tout cas ceux que je représente, c'est que nous n'avons pas d'éléments concrets. Comment ces 40 propositions vont-elles être suivies des faits ? Qui va assurer la mise en place de ces propositions ? C'est trop tôt parce que le gouvernement n'a pas précisément répondu à cette nous avons des propositions qui sont très... elles ne sont pas concrètes. Alors, on va y revenir. Bon, vous dites, c'est un peu frustrant. C'est frustrant, oui. Monsieur Brissard, tout d'abord le constat. La France n'était pas prête à affronter ces attaques. Vous êtes d'accord avec ça ? C'est vrai que la France va adapter progressivement son arsenal législatif antiterroriste. Il y a eu 6 lois, il ne faut pas l'oublier, depuis 2012 sur le terrorisme. C'est la 3e commission d'enquête parlementaire de l'Assemblée nationale sur le terrorisme, sans compter celle du Sénat. Donc l'exercice est extrêmement compliqué pour cette commission. On ne déroge pas à la règle, c'est-à-dire qu'effectivement on a une litanie de propositions. On sait par expérience des autres commissions précédentes que beaucoup de ces propositions resteront lettres mortes. Il faut quand même néanmoins attendre le rapport pour comprendre la logique qui a présidé à ces propositions. Il y a des choses qui vont dans le bon sens, lesquelles, par exemple, indéniablement. Ce qui va dans le bon sens, c'est le rapprochement, par exemple, au niveau local, enfin, tout ce qui est fait pour renforcer le maillage territorial de nos services de renseignement, rapprochement entre le service central de renseignement territorial et le renseignement de la gendarmerie. Il y a la création d'une base de données spécifique au terrorisme, accessible à l'ensemble des services de renseignement français. Ça, une agence nationale de lutte contre le terrorisme, on en a besoin? Là, je suis beaucoup plus mitigé, parce que si vous voulez, ça correspond à quoi? Ça correspond à cette manie française de l'empilement structurel. Il y a une réponse systématiquement à un attentat ou un événement par une commission ou par une nouvelle structure. Il y a déjà beaucoup de structures de coordination en France. Il y a même plus de structures de coordination que de services de renseignement. Oui. C'est un peu le problème. Voilà. On aurait préféré effectivement un super coordinateur. Il y en a déjà un d'ailleurs. Il se trouve normalement auprès du président de la République. C'est le coordinateur national du renseignement, qui est malheureusement sous-dimensionné pour remplir sa mission, à la fois d'impulsion, mais également de coordination et de planification du renseignement. Parmi les propositions concrètes, il y a l'idée de renforcer le renseignement pénitentiaire. On sait que la plupart de ces terroristes sont passés par la case prison. Oui, c'est un aspect parmi d'autres, et c'est effectivement une idée qui n'est pas nouvelle en soi. On le dit déjà depuis... Existe, mais ça a déjà été renforcé effectivement ces dernières années. Ce que j'entends... Concrètement, ce que je comprends de la proposition, c'est qu'effectivement, on veut amplifier ce mouvement, créer véritablement un service structuré en tant que tel, qui puisse répondre aux besoins de renseignement. C'est important, mais c'est absolument pas nouveau. Donc rien de nouveau, en fait. C'est pas très original tout ça. Je voudrais, pour être précise, je vous parlais de choses qui
pour les victimes ne paraissent pas concrètes. Je vous donne deux exemples. Vous parliez à l'instant du renseignement pénitentiaire. Il existe. Ce qui n'existe pas aujourd'hui, ce qu'on aurait aimé voir, c'est pas l'accumulation d'informations sur les personnes incarcérées qui sont radicalisées en phase de passer à une action armée, mais c'est l'exploitation de ces informations. Un autre exemple, Ami Moore par exemple. Comment quelqu'un comme lui, comme d'autres, ceux du 13 novembre, des personnes connues, fichées, surveillées, sous contrôle judiciaire pour un grand nombre, ont-ils pu passer à cette action? C'est pourquoi je vous dis qu'aujourd'hui, ce n'est pas l'accumulation des institutions, ce n'est pas tant la création de nouvelles agences ou des propositions. Ce qu'on veut aujourd'hui, c'est éviter qu'un terroriste puisse franchir la frontière en toute liberté. Éviter que ça recommence, en fait, tout simplement. Recommence, ça c'est le mot d'ordre des victimes, plus jamais ça. Mais comment faire pour que quelqu'un comme Salah Abdeslam ne déjoue pas ce que met nos services de renseignement à l'étranger et se promène librement dans toute l'Europe? Est-ce que le Schengen suffit? C'est ce que moi, je trouve ça un peu frustrant, c'est-à-dire que si on prend par exemple Salah Abdeslam et la bande du 13 novembre, ils venaient pour la plupart de Belgique. Alors finalement faire des propositions franco-françaises, alors qu'on voit bien qu'il y a une frontière avec le terrorisme. D'autant plus que la plupart aussi pouvaient revenir de Syrie. Typiquement, le 13 novembre, c'est quoi? Ça illustre très précisément les failles d'un système européen collectif et pas simplement français, bien évidemment. Pour parler de la Belgique, en effet, si le 14 au matin, les gendarmes qui contrôlent Abdeslam avaient su, et si les Belges avaient communiqué aux Français le fait que Salah Abdeslam était déjà connu pour sa radicalisation, notamment par le service de la sûreté de l'État belge, s'ils avaient communiqué le fait que son nom était apparu dans d'autres procédures visant des djihadistes, en particulier la procédure visant le réseau Zerkani, qui est très important, puisque beaucoup des acteurs de ces attentats proviennent de ce réseau. Voilà, toute chose qui aurait permis, en effet, d'interpeller l'individu. Ça n'a pas été fait. Donc il y a un problème de transmission, de partage d'informations au niveau européen, puis il y a un problème de frontières, évidemment, qui n'est toujours pas résolu à l'heure où l'on parle, si vous voulez. Maître, vous dites, l'objectif c'est que ça ne recommence pas, d'épargner de futures victimes. Bon, on a mis en place l'état d'urgence au lendemain des attentats de novembre. Il est toujours en cours, il durera jusqu'à la fin du Tour de France. Il y a l'opération Sentinelle également. Qui a été critiquée d'ailleurs parce que... Ces deux mesures sont critiquées, des portées finalement limitées sur la sécurité nationale. Pourtant, ça mobilise beaucoup de monde, beaucoup de moyens et parfois ça crée des polémiques. Elles ont été, Sentinelle par exemple, pourquoi a-t-elle été critiquée? Parce que Sentinelle, c'est 10 000 hommes et femmes. C'est 10 000 hommes, c'est beaucoup d'argent, beaucoup d'hommes mobilisés. Pour reprendre l'acte terroriste au Bataclan, personne de Sentinelle ne pouvait intervenir parce qu'il n'avait pas l'ordre. Et quand bien même il aurait pu avoir l'ordre de sa hiérarchie, on nous dit aujourd'hui, lors de cette communication à l'Assemblée, qu'on n'aurait pas donné ordre pour que un militaire intervienne parce que ce n'était pas adapté et il fallait être sous le contrôle d'une personne. Donc vous voyez bien que en dehors de montrer la force, peut-être que c'est important, je ne sais pas, il faut demander aux spécialistes. C'est un outil de communication pour qui? Mais pas forcément efficace. Les familles aujourd'hui demandent des outils efficaces. Peut-être que ça rassure la population de voir des militaires déployés. Oui, mais si on ne peut pas arrêter des personnes en phase de passer à une action armée, Abaoud était dans le métro sur la ligne 9. On aurait pu le fréquenter, on aurait pu être assis à côté d'Abaoud. Il était dans le métro parisien. Donc vous voyez aujourd'hui, outre les manifestations et les apparences, il faut qu'on passe à quelque chose de concret qui permet d'arrêter toute action terroriste. Même question, terroriste. Jean-Charles, sur l'état d'urgence et l'opération Sentinelle. Le rapport est assez critique. Bien sûr, c'est logique. D'ailleurs, on voit aujourd'hui les effets, surtout dans le temps, de l'opération Sentinelle sur le moral, sur de ces personnels militaires qui sont mobilisés. Alors c'est vrai que l'effet dissuasif ou préventif de ces dispositifs est très peu important. On l'a constaté. C'est un affichage. En effet, c'est vrai. Il vaut mieux renforcer, comme le dit la Commission, la surveillance des points stratégiques. Effectivement, grâce à ces effectifs, plutôt qu'effectivement les disperser dans un effort qui est sans doute vain en réalité, celui de vouloir dissuader ou prévenir de tels attentats. Oui. Alors il y a aussi cette phrase, ce constat qui là je me tourne vers vous puisque vous représentez des victimes, notamment du Bataclan. L'attaque du Bataclan n'aurait pas pu être évitée.
C'est ce que dit ce rapport. Finalement, on ne pouvait pas l'éviter, Bataclan, même si la salle avait été menacée, même s'il y avait le scénario envisagé d'une salle de spectacle en France attaquée par les djihadistes. Est-ce que mon silence en dit long ou pas? Ah oui. Écoutez, déjà si on remonte aux attentats du Caire, et ça a été rappelé aujourd'hui, par les questions posées au président et au rapporteur et par les familles des victimes et par une association, un membre d'une association qui demandait pourquoi Farouk Ben Abbas, qui a été interpellé, qui a été mis en examen, qui a bénéficié d'un non-lieu, alors que lui-même a avoué, et sa campagne, il y avait des traces, je ne vais pas rentrer dans les détails du dossier, qu'il y avait un attentat sur une salle de spectacle. Le président a rappelé que les autorités égyptiennes n'ont pas collaboré. Encore un point sur la coopération internationale en plus de la coopération européenne. Alors, dire que les attentats du Bataclan étaient inévitables, c'est une insulte à la mémoire des victimes, parce qu'aujourd'hui, on sait pertinemment que ces personnes étaient connues. En Belgique, et la famille que je défends, la famille Reinhardt, a décidé de poursuivre les autorités belges. Pourquoi? Parce que à 3 reprises, il y a eu l'information précise que des attentats par les frères Salah Abdeslam étaient en cours de préparation avec un passage à l'acte certain, à 3 reprises. Le rapport, le comité paix a rappelé cela. Donc dire que c'était une fatalité, qu'on ne pouvait rien faire, non. La mort de 141 personnes et plusieurs personnes blessées n'est pas une fatalité. Et si on part comme ça, on part défaillant. Merci, messieurs, dames. Dans un instant, Routel Krief, il sera 19h. Bonne soirée.